Et bonjour, je suis Florent, des Brothers, et ça tombe bien puisque vous avez cliqué sur une vidéo des Brothers. Et c'est une vidéo présentation de deck pour Star Wars Unlimited. Pour rappel, le jeu sort le 8 mars de cette année 2024. Alors, quel perso en tant que leader? Le suspense est à son comble puisque la miniature c'est flouté, hein, impossible de deviner. Oui, il s'agit bien de Luke Skywalker. Avec pour base Security Complex, complexe de sécurité en français, afin d'obtenir une double affinité bleue. On en reparlera en fin de vidéo, mais j'estime la difficulté de ce deck à 1,5 sur 5. J'aurais même pu mettre 1, mais on parlera ultérieurement de la raison de ce et demi. Bon, je vais faire un petit sommaire visuel pour savoir quels sont les points que nous allons aborder dans la vidéo. Pourquoi deck double affinité bleue? Déjà, c'est 3 cartes en 3 exemplaires, ce qui fait 9 cartes dans le deck. Ensuite, nous avons 6 cartes unités ayant le mot-clé Force, en plus de Luke Leader. Et voici les cartes non unités en lien avec le mot-clé Force. Puis le sabre de Luke, pas spécial Force, mais qui peut être combiné avec les deux Luke d'ailleurs, l'unité ou le leader. Et voici donc 4 cartes qui concernent les unités spatiales, une grosse unité late game, puis 8 plutôt early. Ici, notre carte pour simplement générer un shield pour une force, de quoi temporiser. Ça, c'est notre carte pour les experts. On en reparlera plus tard de cette rubrique pour les experts. Plus vous allez jouer, connaître la méta et les decks adverses, plus cette carte va pouvoir gagner en puissance. Elle va être de plus en plus décisive. Donc voilà. Pour un nouveau joueur, ça peut servir par exemple si votre adversaire déploie Vador, dans le cas où on jouera avec le starter Vador. Ça peut permettre d'utiliser cette carte pour empêcher l'adversaire de jouer le sabre de Dark Vador. Bref, ce genre de situation. On en reparlera plus tard. Ici, Base, une unité terrestre non force, mais qui, on le verra, a une grande importance dans ce deck. Elle n'est pas là par hasard ou pour combler. Hein. Ensuite, deux améliorations qui, elles non plus, ne concernent pas la force, mais qui vont permettre de faire durer la game. Et la dernière carte, en 3 exemplaires, on verra, elle aussi a été choisie non pas par hasard, mais par une réflexion bien précise. Mais c'est un choix qui peut être critiqué, et je l'entends, mais c'est un réel parti pris. On verra pourquoi aussi plus tard dans la vidéo. Bref, je ne vais pas faire une vidéo où je lis ce qui est écrit sur chaque carte. Donc bien sûr, si vous n'avez pas une grande connaissance des cartes, du jeu de manière générale, si vous débutez, je peux vous inviter à parfois faire pause hein, pour prendre connaissance des textes de chaque carte. Donc, nos 3 cartes double affinité. On a vraiment Vigilance qui va permettre en early de shield d'unité et d'en achever une adverse, donc qui a 3 points de vie restants au moins. Et en late, on va privilégier, je le pense, après selon les contextes, de soigner la base, et ensuite de choisir la deuxième option en avisant selon la situation. Protecteur, pour une ressource, un +1/+1, mais surtout, on donne Sentinelle. C'est extrêmement fort et déroutant pour l'adversaire, et utilisé à bon escient, ça peut être ravageur. Et je tiens à souligner que cette amélioration, elle offre le choix de l'utiliser sur une unité terrestre ou spatiale. Et ça, c'est très fort. Ensuite, j'adore cette unité, le Bendu. Issu de la série Rebels, cette créature sensible à la force, ni Sith ni Jedi, juste sensible à la force, qui va offrir Sentinelle avec 7 points de vie, c'est sympa, et surtout, et en fait c'est un petit peu ça, surtout la prochaine carte, non-héroïsme, mais il n'y a que ça qui nous intéresse, puisque nous n'aurons pas de carte infamie dans ce deck, à cette phase, coûte 2 ressources de moins. Et ça va être sympathique, on va le voir juste après. Vous allez voir que ça va donner le ton de ce deck, parce que dans ce deck, nous allons, lors de la construction, réduire le nombre de cartes héroïsme pour avoir un maximum de cartes uniquement vigilance. En unité terrestre, on peut voir 3 unités différentes, mais à un seul exemplaire, soit 3 cartes au total. Les unités spatiales, 2 unités différentes, une en 2 exemplaires, l'autre en un seul, pour un total de 3. 3 plus 3, on est actuellement à 6 unités. On ajoute à ça 2 événements, puis 2 cartes différentes à 2 exemplaires pour chaque, donc 4 pour les améliorations. Ça fait 6 plus 2 plus 4, 12 cartes gentilles, entre guillemets héroïsme,
Donc voilà pour le Bendu, en fait, dans la construction du deck. Mais c'est pas la seule unité sur laquelle j'ai bâti ce deck. On va s'intéresser aux unités force. Outre le Bendu, que on vient de voir, justement, nous allons intégrer un seul exemplaire de ces 3 différentes cartes. Luke, version sabre vert, Chevalier Jedi, Kanan Jarrus, et le vieux Ben Kenobi, qui est quand même Obi-Wan Kenobi. J'aurais pu choisir une seule de ces cartes et la mettre en 3 exemplaires, mais j'ai préféré créer une disparité pour pouvoir jouer les 3 ensemble, si l'occasion se présente, et aussi pour profiter de l'effet de Ben une fois éliminé, etc. Mais pas que. La fameuse carte, celle sur laquelle j'ai bâti le deck, c'est elle. C'est ce garde. 2 ressources, une de 2. Sur le papier, c'est pas très menaçant, j'avoue, hein, mais un effet très puissant et en fait économique. Qui dit que chaque round, l'amélioration que vous jouez sur cette unité a un coût réduit de 1. Et là, on commence à comprendre la physionomie de ce deck. Des unités pas en grand nombre, donc pas de flood, mais blindées d'amélioration. Le but est de les protéger et d'en faire des mastodontes. Donc cette unité a le sous-type force, et ça a son importance. Pourquoi? Tout simplement car on va intégrer dans le deck 3 cartes en 3 exemplaires chacune, à commencer par le sabre laser Jedi, avec un coût de 3. On pourra la mettre pour 2, du coup, sur le gardien, et en faire une 5-5 avec un effet très alléchant du point de vue offensif. Je vous laisse regarder l'effet. L'événement, la force est avec moi, tout simplement d'une puissance inégalée. Ça, c'est incontestable. Vous pouvez donner plus de d'unités, un shield à une unité force, c'est-à-dire quasiment tout ce que vous avez, et vous attaquez. C'est très puissant, pas besoin d'en dire plus. Et pour faire tenir vos unités plus longtemps, elle lit toute chose. Vous soignez jusqu'à 3 dégâts, avec une unité force, encore une fois, vous n'avez quasiment que ça. Vous infligez cette même quantité à une autre unité. Donc ça ne veut pas dire forcément toujours 3. Hein. Si vous ne soignez que 2, vous infligez que 2, si vous soignez que 1, vous infligez que 1. Bref, vous avez compris. Je prends l'exemple de rappeler qu'avec l'effet du Bendu, c'est le genre de carte qu'on va pouvoir jouer gratuitement en fait. C'est juste incroyablement fort. Bref. Et je tiens à souligner quelque chose. Il y a une unité force que nous n'avons pas mentionné encore, c'est Luke, notre leader, qui, je le rappelle, peut être déployé même si l'autre Luke est en jeu. Car c'est le sous-type qui comprend l'aspect unique de l'unité, et non le titre, le nom Luke Skywalker. Donc, ami fidèle pour lui, le leader, et Chevalier Jedi pour l'unité qu'on a inclus dans le deck, l'autre. Il y a une autre amélioration en lien avec Luke. Évidemment, si vous connaissez le starter, qu'est-ce que c'est? C'est pas spécifique à la force, mais c'est bien le sabre de Luke. Encore une fois, dans l'ADN de ce deck, qui se veut très résistant pour encaisser, du moins sur Luke, on soigne tous les dégâts, et on le shield. Je précise bien qu'en revanche, ce sabre fonctionne bien sur les 2 versions de Luke, puisque l'unité s'appelle Luke Skywalker. Quelles autres améliorations peuvent être intéressantes sur le gardien, dont on parle depuis le début? C'est elle l'unité qui nous intéresse. Il y a Résilient, avec un coût d'une ressource, donc on peut la mettre même gratuitement sur le seul gardien, ça va être très sympa. Dévotion, obtenir l'effet récupération pour soigner la base et faire durer la partie, résister encore plus longtemps, tout en bénéficiant d'un plus de plus 2. Et du coup, vu que ça coûte 2 pour une ressource, sur le gardien, ça peut être plus qu'intéressant en fait. Et sinon, on aurait pu opter pour ce bâton électrostatique. Mais comme c'est précisé, il est réservé aux unités non véhicules, et on préférera Dévotion, qui peut effectivement, si l'opportunité est devant vous, hein, être attaché à un véhicule côté spatial, et créer un plus grand champ des possibles. Et parlons-en de ce côté spatial du coup. Ces 2 unités-là, elles sont 3 exemplaires, avec des effets de sorte à temporiser, faire durer la game. L'arc 170 est dans cet ADN également, à 2 exemplaires. Et Rédemption, si vous le jouez en fin de partie, c'est pour vous remettre d'aplomb et dominer l'espace aéré. Évidemment, ces unités peuvent être améliorées avec ces améliorations. Pour 1 de force, cet événement il me semble indispensable. C'est pas un deck où on floute d'unités, il est donc nécessaire de les conserver le plus longtemps possible. C'est très fort sur le Luke Leader, étant donné que plus longtemps il reste en vie, plus longtemps lui-même il distribue des shields aux autres unités alliées. Ou alors sur base, que nous allons voir juste après, lorsqu'il flirte à la limite entre prendre des dégâts et rester en vie.
De manière générale, j'aurais tendance à l'utiliser sur des unités qui ont au moins une amélioration. Sinon, ça va pas trop avec l'intérêt de ce deck. Et justement, Base Malbus, un 2 sur 5 avec aplomb, qui veut dire que chaque dégât sur lui procure plus 1 en attaque. S'il est équipé d'amélioration, il augmente ses points de vie, et donc le potentiel de dégâts qu'il peut gagner en conséquence grâce à aplomb. Et donc, lorsqu'il a atteint un certain seuil de dégâts, ça peut être très intéressant de le shield pour le conserver et permettre de lâcher une dernière attaque dévastatrice. Cet événement, bien sûr, va bien pour base. Ça permet d'achever plus facilement une unité ennemie, le -2/-2, sans prendre trop de dégâts, mais un petit peu quand même pour le pouvoir de base. Ensuite, on soigne 2 dégâts à la base, et je trouve ça très intéressant, les cartes avec 2 effets en une seule carte. Ça permet de réduire aussi les possibilités de l'adversaire. Peut-être qu'il y a une unité qui comptait faire une action avec, ou peut-être qui comptait finir la base, et ben il double action. Donc en cas d'urgence, ça peut être très fort, ou alors tout simplement pour temporiser. Si la base n'est pas en danger immédiatement, c'est l'ADN de ce deck, de soigner aussi la base. Mais sinon, cet événement peut aussi être utilisé pour achever une unité à qui il ne reste plus que 2 points de vie, ou qui n'a que nativement 2 points de vie, car oui, si une unité n'a plus que 0 points de vie, elle est éliminée. Cela aussi fonctionne de cette manière. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'unités qui ont des effets très forts, qui sont des moteurs, qui ont des effets moteurs et qui permettent de booster les autres, d'avoir des effets d'action en inclinant, des choses comme ça, qui n'ont que 2 points de vie, ou 3, et le fait de faire -2, ça permet vraiment de finir cette unité sans prendre trop de risques. Donc ça, c'est très fort. C'est pour ça que je préfère cette carte à triompher, dont l'effet est plus radical, mais le coût plus élevé. La touche expert de ce deck, c'est cette carte. 1 d'attaque et 4 de défense. Elle peut tenir le premier tour en début de partie, parce que rares sont les cartes qui ont 4 d'attaque. Enfin, très peu de situations qui permettent d'achever une unité qui a 4 points de vie au premier tour. Elle peut s'avérer très forte, plus la connaissance du jeu et des cartes de chaque deck, chaque méta est élevée. C'est pour ça que je vais passer ce deck d'une difficulté 1 étoile à 1,5. C'est cette carte en 3 exemplaires qui le permet. Vraiment. Vous allez voir, plus vous allez pouvoir le jouer ce deck, plus ça veut dire, ah oui, il y a une marge de progression. Et je me permets de le rappeler aux joueurs débutants dans les CCG, mais je prends l'exemple des decks jaunes, vous allez souvent, au fur et à mesure des games que vous allez faire, et de l'expérience que vous allez amasser, que vous remarquerez, il y a toujours des mêmes cartes qui sortent au premier tour. Et ça peut être juste très fort, en early, de dire, ok, je connais les decks jaunes, cette carte, tu la joues pas. Voilà, j'ai donné l'exemple du sabre de Vador tout à l'heure. En niveau plus expert, ça peut être ce type d'action qu'on peut faire. Ou alors, pour des cartes finisher aussi en late game. Si vous craignez un triomphé, qu'on vient de voir aussi, dans un deck bleu, vous empêchez votre adversaire de la jouer, et donc pour toutes les cartes, les grosses cartes, par exemple votre Luc, etc., vous savez que l'adversaire ne peut pas jouer triomphé. C'est plutôt fort. Sinon, la difficulté de ce deck, elle n'est pas vraiment existante. On va pas se le cacher. C'est aussi le but de présenter un deck. C'est le premier deck qu'on présente sur la chaîne des Brothers. Donc, on pose des unités. On soucie que peu de l'effet de surprise. On blinde d'améliorations pour avoir un nombre le plus important possible. Ça me semble être intéressant pour découvrir les différents aspects de ce jeu, et de manière très satisfaisante en fait, avec quelques synergies de force, etc. Mais généralement, c'est peu compliqué de faire tourner le deck, qui est plutôt équilibré en fait. On se rend compte également que c'est un deck qui va manquer de pioche. On va donc vite se retrouver avec une main en nombre de cartes assez réduit, donc ça c'est un point faible. Hein. Et pour finir, je pense qu'on peut parler de Luc en tant que leader. On pourrait penser que ce deck présente beaucoup de cartes avec un faible coût en ressources, mais il faut partir du principe qu'on va utiliser sa capacité chaque tour pour shield une des unités posées chaque tour, justement. Donc avec cette capacité, cette action, qui a un coût de 1 ressource, qui est généralement plus forte, cette capacité, que les autres effets qui n'ont pas de coût en ressources, mais il faut se dire que voilà, notre courbe de mana, on comprend aussi ce coût en ressources de 1 à chaque tour. Donc c'est aussi pour ça que ce deck n'est pas trop cher, il n'a pas une courbe de mana trop importante. Et pour terminer, pour étayer mes précédents propos, donc on va retrouver notre courbe de mana, avec le coût des cartes ici, présent,
et le nombre de cartes à chaque fois qui correspondent. Donc là on voit qu'on a 9 cartes qui coûtent une ressource, 19 cartes qui coûtent 2 ressources, 3 cartes qui coûtent... pardon, 5 cartes qui coûtent 3 ressources, je dis n'importe quoi, 11 cartes qui coûtent 4 ressources, aucune à 5, 4 à 6, une à 7 et une à 8. Donc c'est vrai que c'est pas très élevé, hein. On a voilà, des unités avec un certain coût, on a une unité aérienne avec un certain coût, et après c'est vrai que c'est des améliorations, comme j'ai dit. Ça peut être satisfaisant parce qu'on a une unité qui a une grosse valeur en attaque, une grosse valeur en défense. C'est satisfaisant, c'est tout. Mais voilà, pour voir ce que ça donne, les cartes alliance, hein, les cartes héroïsme, pardon, donc 1, 2, 3, là on voit ce que ça donne, là c'est très réduit, donc voilà, on se dit vraiment quand on construit un deck avec une idée en tête, j'ai mon Bendu, et bien je me dis, vas-y, je réduis vraiment toutes les cartes qui ont cette affinité-là. Je veux construire aussi à partir de mon mince, il est où lui, là, de mon gardien, ok, je mets beaucoup d'upgrades. Si on se fie par exemple au livret de règles, il dit qu'il faut à peu près 30 unités pour 30 à 40 unités, pardon, même je fais loin, 30 à 40 unités pour 20 à 10 autres cartes et événements et améliorations confondues. Et si on regarde, si on descend par exemple, on voit bien qu'on a 23 unités, on est loin des 30 minimum et des 40, et événement 14 et upgrade 13, mais voilà, comme je dis, c'est un parti pris, c'est un deck, voilà, on a notre double affinité bleue qui est là aussi, on a notre fameux résilient qui donne 3 en défense, dévotion, voilà, on choisit hein, de jouer beaucoup d'upgrades. Et effectivement, on choisit de jouer aussi notre événement à double affinité, et tout ce qui va permettre d'être dans cet ADN de ce deck et de résister le plus longtemps possible. Si on regarde ce que ça donne un mulligan, on va cliquer là, hop. Bon allez, voilà, je viens de piocher, j'ai ça en tout début de partie. Donc, on pourrait se dire que notre Luke Skywalker, il va nous gêner, on pourrait le mettre en ressources. Et peut-être le The Force Is With Me, et voilà, et de garder en main peut-être ces 4 là. Bon, je dis ça comme ça, hein, c'est vraiment en live, si on fait notre mulligan, bon, on se rend compte que là on a peut-être le Bendu qui va nous embêter. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, on garde Kanan, ben, par contre on a un premier tour qui est pourri, donc là par exemple il faut mulligan, parce qu'on n'a pas d'unité à 2. Là on a quelque chose de plus sympa. Si on part sur ça, imaginons que là on mette, je sais pas, on va dire le Bendu en ressources, et un des deux en ressources, je sais pas, j'ai pas la science infuse non plus, imaginons un des deux. Au tour d'après, on aurait Kanan, qu'on pourrait jouer le tour encore d'après, et on aurait, ça dit toute chose, la force dit toute chose. Si on pioche encore, qu'est-ce que ça donne? Vigilance et notre fameux gardien, bon, ok. Si on fait notre mulligan, 2 unités aériennes, Moment of Peace, Bendu qu'on mettrait en ressources encore une fois, hein, on cherche à avoir des cartes qui pas trop chères au tout début, mais voilà, on va les avoir plus tard, donc peut-être l'Obi-Wan qu'on garderait, ou le Luke, le sabre de Luke. Qu'est-ce que c'est? Allez, si on refait un mulligan, ça c'est le genre de mulligan, on se dit, je n'ai aucune unité, et c'est le risque d'avoir un deck comme celui-ci, c'est pour ça que je monte des mulligans aussi, c'est pour vous dire que un des points faibles du deck, c'est de faire un premier tour pourri. Vraiment, clairement. Donc si on refait un mulligan, on chope base en 2 fois. Pareil, là encore une fois, on ne peut pas jouer de cartes au premier tour. C'est dérangeant, hein. C'est le risque. C'est le risque de faire un deck comme ça. C'est un parti pris. Après, il faut l'assumer. Après, si le deck ne plaît pas, il plaît pas. C'est comme ça. Voilà. Allez. Je vous laisse pour ce mot de la fin. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu.